Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Bafoussam, ces jeunes dont l'année scolaire est en péril. Ils réclament le paiement de 2 mois de salaire après avoir travaillé sur le chantier de construction des logements sociaux de Kwekong. Ils ont manifesté leur mécontentement pour réclamer le versement de leur argent. Retour sur les faits dans le 19h50. Dans l'actualité également ce soir, la société civile veut jouer un grand rôle pendant la présidentielle 2018 au Cameroun. Réunie à Yaoundé, elle a insisté sur la transparence du scrutin et invité les acteurs au respect mutuel de la tempérance dans les messages de campagne. Ces organisations de la société civile disent également non à toute violation des droits de l'homme. Et à la une également ce soir, la césarienne, comme elle se porte bien dans les hôpitaux camerounais. La pratique prend des proportions inquiétantes dans nos formations hospitalières, au point où des usagers soupçonnent une stratégie mise en place par ces hôpitaux pour se faire de l'argent. Quoique certaines femmes acceptent de passer par là, enquête au cœur de ce phénomène dans les hôpitaux à suivre dans ce 19h50. Voilà pour le sommaire. Nous le disions en titre du Rififi à Bafoussam, alors que des élèves ont repris avec le chemin de l'école. Certains d'entre eux pourraient observer une année blanche. Il s'agit des jeunes qui ont œuvré sur le chantier de construction des logements sociaux de Kwekong. Ils ont été recrutés il y a quelques mois et ont travaillé sur le site pendant plusieurs mois. Ces jeunes n'ont pas été payés après 2 mois de stage dans ce chantier. Impatients d'attendre leur argent pour regagner le chemin de l'école, ils ont manifesté leur ras-le-bol il y a quelques jours à Bafoussam. Moussa Adja Maïramou et Joya Nourdine. Nous sommes au lieu dit logements sociaux à Bafoussam, situé non loin du stade de Kwekong, à un jet de pierre du pont du Noun. Des jeunes stagiaires sont en grève et pour cause, recrutés au mois de juillet dans le cadre d'un stage de vacances par une entreprise de construction. Les jeunes n'ont pas été rémunérés. Ils affirment avoir été trompés, exploités et abusés pendant 2 mois de dur labeur. Conséquence directe, en ce début d'année scolaire, les élèves grévistes ne peuvent pas payer leur scolarité. Il faut que l'État comprenne que l'esclavage est fini depuis des années. Nous sommes en train de travailler pour une entreprise qui a gagné un marché d'État. On ne parvient pas à toucher notre salaire. Voilà les vacances. Nous sommes déjà lundi, le premier jour de la rentrée. On n'a même pas 5 francs pour payer la pension. On quitte de chez nous chaque matin, 5 heures, on est en route. On nous charge dans un bus comme si on était devenus les animaux. On se sert, on se casse même. Beaucoup parmi nous souffrent. On sort à la maison, d'autres sont malades, ils n'ont même pas l'argent pour se soigner alors qu'ils étaient en train de travailler pendant les vacances. Bon, je suis dans ce chantier, ça part déjà 2 mois aujourd'hui. En venant, nous a fait part que le salaire c'est chaque 2 semaines. Et nous sommes là à 2 mois. On n'a pas perçu de salaire. Il faut que nous allions à l'école. Je suis élève à Douala. Je suis venu ici en vacances, je suis venu pour le stage de vacances. J'ai fait 1 mois ici là, mais je n'ai pas eu de salaire. Et je me plains à la direction comme ça, c'est pour ça qu'on a organisé tout ce dégât. Rencontré, le responsable de l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. Hors micro, il affirme n'être qu'un sous-traitant et que le patron ne serait pas en place. Faux, rétorquent les jeunes en colère et révoltés. Alors que leurs camarades ont déjà repris le chemin de l'école, ces jeunes se sentent abandonnés à eux-mêmes. Posons ce soir un regard sur un véritable problème de santé publique dans notre pays. La césarienne devenue récurrente dans les hôpitaux du Cameroun et pour certaines femmes, justement, ayant subi cette opération, l'on évoque des raisons médicales. Pour d'autres, elles ont choisi de passer par cette étape pour mettre leur enfant au monde. Cependant, des observateurs estiment que la pratique de la césarienne est devenue un véritable business dans nos hôpitaux, surtout que les coûts ne sont pas à la portée de tous les Camerounais. Mireille Flormanet et Marius Kossou. Marquées à vie à cause d'une césarienne. Elles auraient pourtant pu l'éviter.
Une cicatrice qui est la résultante d'une opération dont les circonstances varient d'une patiente à une autre. Cette dame a décidé de témoigner dans l'anonymat. Moi, j'ai connu 2 grossesses et toutes les 2 grossesses se sont finalisées par des césariennes. J'ai toujours fait mes visites normalement et tout. Il n'y avait aucun problème. Jusqu'à 8 mois de grossesse, j'ai toujours fait une échographie. On me dit non, il n'y a rien d'anormal. Moi, j'étais sûre que je devais accoucher normalement. J'étais tellement sûre et moi, je voulais, c'est ce que je voulais absolument. Et à ma grande surprise, quand j'arrive à l'hôpital le jour des contractions, on me dit, on fait le toucher et tout ça. On me dit non, tu ne peux pas accoucher normalement, le bébé est très gros. J'étais étonnée, mais j'ai eu un choc. Cette dame que nous avons choisi d'appeler Madeleine a échappé de justesse à l'opération et pourtant tout l'a prédisposée à cela d'après le diagnostic de son médecin. Ce médecin-là l'a prescrit selon son diagnostic à lui. C'est comme 2 enseignants qui apprécient différemment une copie d'étudiants. Donc, le second médecin que j'ai rencontré a estimé que ce n'était pas automatique que j'accouche par césarienne. La preuve, c'est que finalement, j'ai accouché par voie normale, même si c'était un accouchement difficile à la fin. Aujourd'hui, les chiffres montrent que la pratique de la césarienne est croissante dans les formations hospitalières. Les coûts applicables à la césarienne ne sont pas à la portée de toutes les patientes, ce qui fait dire à quelques-uns que la césarienne est devenue un véritable business. Dans les formations publiques, les prix varient de 150 à 300 000 francs CFA, dans le confessionnel de 50 000 à 100 000 francs CFA et dans le privé de 400 à 1 million de francs CFA. À l'heure où la césarienne voulait se présenter, le médecin m'a fait comprendre qu'il faut une somme de 275 000. Et présentement, je n'avais que 180 000. Il m'a fait comprendre que si je ne termine pas les 275 000, je ne pourrai pas être dans mes droits, c'est-à-dire ma femme ne pourra pas retrouver le chemin de la maison facilement. Une option d'accouchement dont les coûts contrastent avec ceux de l'accouchement par voie normale, quoique les prix varient d'une formation à une autre. Sur ce reçu pour un accouchement normal dans un hôpital confessionnel, on peut lire la somme de 16 000 francs CFA en 2009. Et en 2013, dans un autre hôpital confessionnel, la même patiente a payé 56 000 francs CFA. Bien que prévue pour des cas extrêmes, la césarienne est parfois appliquée malgré la volonté de certaines femmes, tout en ignorant ce que c'est qu'une césarienne et quel peut être son impact sur la santé. Et à votre suite, Mireille Flore, Aimé Catherine Moukouri et Armand Pagna sont allés à la rencontre de spécialistes qui précisent qu'une césarienne ne peut être effectuée sans avis professionnel et sans nécessité si ces derniers sont conscients du fait que le nombre de césariennes est en nette augmentation dans notre pays. Ils évoquent des cas de hystérotomie par convenance à des cas d'urgence où il est impératif de recourir à la chirurgie, bien que ces dernières aient de nombreux impacts et complications. Une césarienne, dans quel cas? Réponse dans cet élément. Selon des chiffres obtenus dans un hôpital public de la ville de Douala, en 2017, sur 135 accouchements, 55 sont faits par césarienne. C'est que dans le monde et en Afrique subsaharienne, le pourcentage d'hystérotomie est en augmentation. Nous sommes allés à la rencontre du docteur William Lobet. Pour lui, les cas de césarienne par convenance sont récurrents. Que ça convient à la malade qu'elle ne veut pas, selon elle, avoir mal en accouchant ou supporter un travail d'accouchement. Pourtant, cette opération chirurgicale peut avoir des complications pour la mère comme pour l'enfant. En péri-opératoire, nous pouvons avoir des complications anesthésiques, nous pouvons avoir des saignements, nous pouvons avoir des déchirures, nous pouvons avoir une plaie de la vessie. Maintenant, en complications fœtales, on peut avoir une mortalité périnatale, c'est-à-dire que des enfants qui meurent tôt. Une morbidité néonatale, on peut avoir des détresses respiratoires. D'autre part, la césarienne ne s'effectue que dans certains cas. Dans les césariennes programmées, nous pouvons avoir des césariennes avant le terme. Et dans ce cas, on peut avoir un retard de croissance, parce qu'on a un retard de croissance avec un retard de croissance sévère, avec une souffrance fœtale et puis une hypertension, où on décide que bon voilà, on ne peut plus faire évoluer la grossesse d'un moment, on est obligé d'intervenir. À 9 mois, on décide de faire une césarienne, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la patiente rentrer en travail. Pourquoi?
parce qu'elle a un bassin qui est chirurgical, c'est-à-dire qu'un bassin qui ne pourra pas permettre à l'enfant de passer, parce qu'elle a un obstacle prévieux. Un obstacle prévieux, c'est quoi? Ça peut être un fibrome qui est devant la présentation, c'est-à-dire devant la tête, si l'enfant vient par la tête ou si l'enfant vient par les fesses. Là, on décide d'une césarienne. À l'unanimité pour le corps médical, l'accouchement par voie basse est préférable et l'opération à éviter, bien qu'elle ne puisse être la cause d'infertilité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les césariennes peuvent entraîner des complications majeures et parfois permanentes, des incapacités ou même des décès, notamment dans des lieux ne disposant pas d'infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité chirurgicale et gérer des complications chirurgicales. Nous vous l'annoncions en titre présidentiel 2018, la société civile entre en scène. Après avoir fait un diagnostic du microcosme politique du Cameroun, les membres du mouvement Tournons la page entendent suivre le processus électoral afin de produire des documents relatifs au cas de violation des droits humains sur le terrain. Face à la presse, ce 6 septembre à Yaoundé, Jean-Marc Bikoko et ses camarades ont dit leur détermination à veiller à ce que l'élection présidentielle se déroule dans la transparence au Cameroun. Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis. Comme le scrutin aura lieu, que ce scrutin-là se déroule. La société civile camerounaise s'implique dans le processus électoral du 7 octobre prochain. Nous allons faire le suivi, nous allons documenter les faits et les violences relatives aux violations des droits des électeurs et nous allons confirmer ou infirmer les hypothèses que nous avons relevées. Après avoir analysé la situation politico-sociale du Cameroun, la coalition Tournons la page déclare que le Cameroun se porte mal. La situation au nord-ouest et sud-ouest n'est pas réduisante. Vous allez dans le nord, dans l'extrême nord, c'est pas réduisant. Vous partez à l'est du Cameroun, ce n'est pas non plus réduisant. Et maintenant, si vous ajoutez à cela le chômage, le taux de chômage, et vous ajoutez à cela aussi la précarité dans laquelle nous tous nous vivons, il est temps que nous nous asseyons pour discuter. Il est également temps de réunir les conditions en vue du déroulement en toute sérénité de la présidentielle 2018. Ce mouvement international qui regroupe les associations de la société civile d'Europe et d'Afrique préconise le dialogue. Pour que la guerre finisse au nord et au sud-ouest, il y a une seule chose. Le chef de l'État fait une déclaration d'arrêt des hostilités et du début du dialogue. Le temps d'une communication spéciale ce 6 septembre à Yaoundé, les membres de Tournons la page Cameroun disent tout donner afin que l'élection présidentielle se déroule dans la liberté et la transparence. Nous voulons offrir nos services à tous les acteurs pour que la présence des citoyens soit effective dans tous les bureaux de vote. Il y en a près de 25 000 et nous voulons être partout parce qu'il faut sécuriser les suffrages des Camerounais. Parce que c'est dans les bureaux de vote que, même comme c'est le PV de l'ECAM qui fait foi, mais nous on aura quand même tous les PV et on pourra affirmer envers et contre tout que c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a perdu. Jean-Marc Bikoko et ses camarades se déploieront sur l'ensemble du territoire dans les jours à venir. Question de sensibiliser la société civile sur les enjeux de cette présidentielle. Toujours à Yaoundé, la capitale du Cameroun a abrité ce jour la 7e concertation nationale entre Élections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. Une rencontre qui avait pour but principal apaiser le climat sociopolitique en cette veille de scrutin présidentiel en renforçant les principes et le dialogue démocratique entre acteurs du processus tout en consolidant leurs aptitudes et efficacité en vue d'une bonne appropriation et une compréhension harmonisée des textes et pratiques avant, pendant et après le scrutin. Initiative appréciée, même si certains leaders politiques pensent que beaucoup reste encore à faire pour une élection présidentielle libre et transparente au Cameroun. Karen Mezatiachoya et Serge-Alain Zibou. L'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun va se dérouler dans un contexte marqué par les attaques terroristes de Boko Haram dans le septentrion, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et l'insécurité due au nombre grandissant d'immigrés centrafricains dans l'est du pays. Pour un scrutin libre, transparent et sans heurts,
et conformément aux standards internationaux relatifs au respect des principes et du dialogue inclusif, l'organe en charge des élections au Cameroun et l'ECAM entend impliquer tous les acteurs au processus électoral, d'où l'organisation ceci ou à Yaoundé de cette 7e concertation nationale. Nous avons pour ambition d'apaiser le climat politique et puis sortir un code de conduite qui va guider tous les acteurs du processus du début jusqu'à la fin du processus pour que nul n'en ignore. Nous aurons une commission qui va s'occuper principalement pour l'examen de la bonne conduite des élections et que tous les acteurs, avant de prendre le départ pour les élections, auront déjà accepté les conditions qui ont été proposées par tout le monde. C'est un consensus, ce n'est pas un problème d'imposition. Il est en outre question pour l'ECAM et toutes les parties prenantes de s'accorder sur les problèmes qui fâchent. Parlant justement de ce qui fâche, certains leaders de partis politiques estiment qu'au-delà de cette assise, leurs propositions devraient être prises en compte. Reviser la constitution du Cameroun, reviser le code électoral pour permettre aux Camerounais de voter librement. Parce que le vote, c'est le premier droit et c'est le premier devoir citoyen. En réalité, il devrait avoir un deuxième tour à l'élection présidentielle. Elections Cameroun pour permettre à tous les Camerounais de faire leur choix le moment venu, a pris en compte les personnes vivant avec un handicap. Pour les personnes déficientes visuelles, elles disposent des bulletins de vote en braille de manière à voter en toute autonomie. Cette concertation arrive au moment où le matériel électoral continue d'être distribué sur l'étendue du territoire national. Et sur le terrain à présent, ils étaient près de 6000 conducteurs de mototaxi à se mobiliser ce matin au parcours Vita de Douala en soutien au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Celui qu'ils appellent déjà leur vainqueur à la présidentielle de 2018 a eu tout le soutien de ces conducteurs de mototaxi qui ont bravé la pluie pour se retrouver en grand nombre et brandi des messages tels que non à la déstabilisation du Cameroun. Adjama Ramou et Marius Kossou. C'est une arrivée en klaxon des conducteurs de mototaxi du département du Vouri au parcours Vita de Douala. Le vaste espace grouille de monde. Ils sont près de 6000 jeunes venus soutenir la candidature du président de la République, Paul Biya, au rendez-vous du 7 octobre prochain. Nous avons décidé à travers la voix de plus de 10 000 mototaxis aujourd'hui que nous donnons notre voix à Paul Biya parce que nous pensons qu'il est encore utile pour la nation, nous pensons qu'il est encore utile pour donner encore un sens à la République et nous avons décidé tous qu'à la sortie du 7 octobre, nous allons porter Paul Biya plus haut. En chœur et sous la pluie, ils ont chanté l'hymne national et l'hymne de solidarité des conducteurs de mototaxis. Le meeting que nous avons fait pour honorer le chef de l'État n'est pas un meeting politique. C'est un meeting que les mototaximens ont pris sur eux d'organiser afin d'envoyer un message fort à l'international et au national, sur le territoire national, afin que les gens comprennent que le président de la République est aimé dans son pays. En plus de leur confirmation de la victoire écrasante du chef de l'État, ils rassurent que la déstabilisation du Cameroun ne passera pas par eux. Nous avions reconnu depuis un certain temps qu'il y avait une déstabilisation qui était prévue à travers les élections au Cameroun. Et le secteur moto, comme c'est un secteur sensible, les gens ont pensé à un certain moment qu'ils pouvaient utiliser le secteur moto comme une moyen de déstabilisation. Et nous avons aujourd'hui compris. C'est pour ça que nous nous sommes mis ensemble à travers le collectif des mototaxis du Cameroun, la plateforme que le préfet a mis sur pied, pour démontrer aux autorités administratives et municipales, politiques d'ailleurs, que les mototaxis ont une place de choix et peuvent décider. L'action initiée par le collectif Moto Citoyen sera également menée dans les villes de Yaoundé, Maroua et Bafoussam. Au-delà du discours et des belles paroles que vous venez d'entendre utilisées pour tenter de convaincre les potentiels électeurs, la chanson vient de rentrer en jeu dans cette campagne électorale. Plusieurs artistes ont produit des œuvres pour soutenir des candidats à ce scrutin. Cabral Libi, Maurice Kamto, Akere Monawa, encore Paul Biya sont quelques figures que l'on retrouve dans ces différents titres. Vanessa Kandem et Henri Tinda. Ode à la renaissance du Cameroun, titre de la chanson de ralliement des partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'hymne publié au mois d'août dernier vient simplement s'ajouter aux initiatives prises des mois plus tôt par certains adeptes de Maurice Kamto.
L'art musical est également un instrument pour le mouvement Now. C'est dans un style afro-pop qu'Akeremuna et ses compères appellent les Camerounais à adhérer au changement. Du côté du candidat de Univers, on encourage plutôt Cabral Libri à croire en lui. Une chanson effectuée en duo par 2 jeunes femmes. J'ai donc décidé de faire cette chanson pour encourager mon candidat parce que je crois en lui, parce qu'il a donné espoir, non seulement il m'a donné espoir à la jeunesse camerounaise, pas seulement à la jeunesse, c'est pas le candidat, il est membre de la jeunesse, mais aussi il a poussé à beaucoup de personnes, à beaucoup de Camerounais de s'investir dans la chose politique. Pendant ce temps, d'autres clament tout haut qu'ils vont voter Paul Biya. Il s'agit de l'artiste Two Boys en featuring avec Chelsea. Pas te voter Papa Paul Biya avec tous ses projets. Quand Total 2019. Un avis que ne partage pas tout le monde. Paul Biya doit partir comme Aïdjo est parti de la tête de ce pays et de celle de son parti. Qu'il ne s'inquiète pas pour le Cameroun, ça va aller. La musique est donc devenue un moyen d'expression de la jeunesse camerounaise dans le cadre de la présidentielle 2018. Pour ce faire, il n'hésite pas à utiliser différentes langues, le français, l'anglais et le jargon cam-franglais. Je m'en arrive, c'est pas du blablabla. Poursuivons notre dossier pédagogique autour des constituants d'une campagne électorale ce soir et intéressons-nous à 2 personnages clés et majeurs du processus de campagne électorale. Qui fait quoi entre le directeur de campagne et le ou les porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle en cette période où un flou persiste sur la ligne politique de certains candidats et même sur leurs communicants? Directeur de campagne et porte-parole, qui fait quoi effectivement? Patrick Ngwanya et Thierry Nana nous édifient. Directeur de campagne et porte-parole, voilà 2 fonctions diamétralement opposées au vu des directives qui leur sont assignées. Le directeur de campagne dirige et coordonne la cellule de mobilisation du candidat. Le directeur de campagne est celui-là qui a un pouvoir d'impulsion et d'orientation du programme politique d'un parti. Le candidat désigne son directeur de campagne, qui en fait est l'homme à tout faire du candidat, premier élément. Deuxième, il est le lien entre la définition stratégique du programme que porte le candidat et les équipes qui relaient la communication de ce candidat vis-à-vis de l'électeur. Ici intervient le rôle du porte-parole, s'adresser aux électeurs. Ce dernier doit être crédible, fidèle au chef et représenter la philosophie du candidat. À l'heure des réseaux sociaux, le porte-parole est plus qu'important. Il doit s'inscrire dans la logique du candidat et suivre la stratégie définie par le directeur de campagne. Le porte-parole, comme son nom l'indique, c'est celui-là qui communique sur les orientations d'un parti initié et conçu par le directeur de campagne. Le porte-parole, c'est celui qui doit avoir le vocabulaire qui correspond exactement à ce que recherche le candidat. Parce que chaque candidat a son vocabulaire et c'est ça qui donne la capacité du candidat à passer ses messages. Donc la plume, comme on dit souvent, du candidat, c'est généralement son porte-parole. Alors que certains candidats tergiversent encore sur la personnalité de ces 2 collaborateurs à désigner, d'autres par contre sont déjà fixés sur le cap à prendre. Cependant, il faut protéger la vie des journalistes et professionnels de l'information en période électorale. Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale et le Programme des Nations Unies pour le développement sont à Douala depuis 2 jours déjà. Depuis hier, il est question de sensibiliser les forces de maintien de l'ordre sur la protection et la sécurité des journalistes en période électorale. Lille Piedjou et Thierry Nana. Les journalistes, les professionnels de l'information doivent être protégés par les forces de maintien de l'ordre en période électorale et en temps de crise au Cameroun. Pour notre protection aussi, il était important de connaître déjà le rôle et les missions des forces de l'ordre selon ce que stipule le code électoral, pour que chacun sache à quel sens se vouer et vers qui se tourner dès qu'il y a un cas de fraude ou une tension dans les bureaux de vote. Au cours d'un atelier de sensibilisation des forces de maintien de l'ordre, organisé ce jour à Douala, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale et le Programme des Nations Unies pour le développement contribuent au scrutin pacifique le 7 octobre prochain. Les médias constituent un pouvoir et les forces de maintien de l'ordre également.
sont très importants dans le cadre de la sécurisation des élections dans notre pays. Il ne reste plus qu'aux journalistes d'adopter le code de bonne conduite des médias et des journalistes d'Afrique centrale. Code basé sur la nécessité d'éviter la corruption, le sensationnalisme et les reportages partisans. Pendant plus d'un mois, la jeunesse du village Sompoa, à Bioura, dans l'Union Ekele, était réunie autour des idéaux du vivre ensemble à l'occasion de la 48e édition du tournoi de l'unité et de la paix en hommage aux actions caritatives de la première dame Chantal Biya, initiative de Sa Majesté Parfait Godokwan qui, à travers cette finale de football, entend rassurer le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya, d'un soutien sans faille dans l'Union Ekele au soir du 7 octobre prochain. Les détails de ça dans cette correspondance de Luc Biga et Christian Bock depuis Elia. Après plusieurs campagnes de santé aboutissant aux consultations et soins gratuits en faveur des populations d'Union Ekele, l'ancien président de la section RDPC, Élie Ducoin, Sa Majesté Parfait Godokwan, a organisé la 4e édition consécutive du tournoi de la paix et de l'unité au village de Sompoa par Bioura. Nous disons merci à notre honorable, à notre Sa Majesté Godokwan, parce que vraiment ça relie les enfants et ça les motive, ça les apprend même à connaître parfois les villages et vivre au village, même s'il pleut, même s'il neige. C'est un événement annuel en hommage aux œuvres caritatives de la première dame Chantal Biya. La finale opposait alors AS Poam, Vertu de bleu et Mbansombi en orange. Président de cette finale, le préfet apprécie cette initiative qui fait la fierté de tout le département d'Union Ekele. Félicitations pour l'arrondissement de Yoa, qui en moins de 2 mois a pu organiser 2 compétitions de vacances d'envergure et qui montrent de quoi le cœur bois se chauffe quand il s'agit de sport. De demander à la jeunesse le sens de la responsabilité, et de demander d'inviter la jeunesse à faire le bon choix. Le bon choix, c'est le président Paul Biya, le candidat naturel. La grande animation des dames OFDPC de la section Bioura est une preuve vivante du plébiscite du candidat Paul Biya au soir du 7 octobre prochain, rassure Sa Majesté Godokwan. Nous rassurons au président de la République tout notre soutien, tout mon soutien en tant qu'élite de ce département. Je rassure le président que je ferai tout. Je mettrai les moyens, tous les moyens que j'ai à mon niveau à la disposition du candidat du RDPC dans ce département. L'équipe de AS Poa, par un score de 2-0, remporte la coupe couronnée par une prime d'1 million de francs CFA de la part du promoteur, qui à son tour reçoit une distinction de meilleure élite du département d'Union Ekele des mains du préfet du dit département. La ville de Ngaoundéré aura son parcours Vita d'ici janvier 2019. Les travaux de ce don du chef de l'État, Paul Biya, réalisés par le génie militaire, sont à ce jour à 80% selon la délégation d'évaluation que vient de conduire plutôt le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré. Le reportage d'Éric Ngele. 20 mois après le début des travaux, se tient ici l'évaluation du parcours Vita en chantier à Ngaoundéré et exécuté par le génie militaire. Au jour d'aujourd'hui, ces travaux sont à environ 80% de taux d'exécution et 68% de consommation des délais. Une fois que les pluies seront terminées, nous croyons que d'ici le mois de janvier prochain, nous aurons terminé avec les phases suivantes, à savoir l'aménagement des voiries, parce que c'est l'aménagement des voiries et l'implantation des obstacles et des jeux d'enfants. Étendu sur une superficie de 40 hectares, c'est au pied du mont Ngaoundéré, principal atout touristique de la métropole régionale de l'Adamawa, que prend corps le 4e spécimen du genre au Cameroun. L'important ouvrage de sport et de loisirs est un cadeau du chef de l'État, Paul Biya, laisse-t-on entendre. C'est une satisfaction extraordinaire pour toutes les populations. Immédiatement après avoir demandé au chef d'État ce parcours Vita,
il a réagi promptement. Nous avons eu le bâtiment administratif et infirmerie qui est un bâtiment R+1. Nous avons un poste de police, nous avons un coin marchand, nous avons une aire de jeu pour les enfants, nous avons les blocs toilettes. Au cours de cette descente, la délégation d'évaluateurs de ce projet a rassuré sur l'indemnisation des populations déguerpies. Il y a un parcours de notre terrain qu'on a pris. C'est le gouvernement, on ne peut pas discuter avec le gouvernement parce que c'est quelque chose de toute la population. Ainsi donc, le chef-lieu de la Damawa aura bientôt son parcours vita. La communauté urbaine de Ngaoundéré se veut optimiste quant au respect des délais. Elle a salué à cet effet la collaboration des populations, dont ceux forcés de déguerpir de ce vaste site de 4,5 km. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Je vous dis merci d'avoir suivi. Retrouvez demain Aïdja Maïramoué pour les éditions du week-end. J'aurai le plaisir d'être une fois de plus avec vous lundi lorsqu'il sera à 19h50. Passez une belle soirée sur Canal 2. Bonsoir.